Vous êtes sur Greener FM. Bonjour et bienvenue sur Greener FM. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau type d'émission en interviewant des étudiants qui rentrent de césure. Elles sont 2 et ont passé plusieurs mois en Amérique du Sud pour effectuer des technologies low-tech. Je suis avec Alizé et Elsa. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de parler de votre projet, nous allons parler de vous. Présentez-vous, que faisiez-vous avant de venir à l'E-Cube et par quelle filière êtes-vous passé ? Bonjour, moi c'est Alizé. Avant l'E-Cube, j'ai fait le CPP à Grenoble pour rester dans les montagnes et ensuite j'ai enchaîné avec l'E-Cube plutôt pour la partie environnement, énergie renouvelable. Ensuite, je suis passée en filière SEM. Ok, et toi Elsa ? Bonjour, moi c'est Elsa et j'ai exactement le même parcours qu'Alizé puisqu'on a fait le CPP ensemble à Grenoble et ensuite on s'est retrouvés à l'E-Cube et en filière SEM aussi. Ah parfait. Donc maintenant je vous propose de nous expliquer rapidement en quoi consiste le projet dans lequel vous êtes allé. Puis ensuite on essaiera d'aller un peu plus dans les détails et de savoir un peu plus sur la naissance et sa chronologie. Donc tout d'abord, quel était votre projet ? Notre projet c'était d'aller 7 mois en Amérique du Sud pour documenter des low-tech. Donc des low-tech, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais ce sont des technologies basses en opposition aux high-tech qui sont faciles à faire soi-même, à bricoler avec les moyens du bord et censé être meilleur pour l'environnement et beaucoup plus économique en tout cas. Donc notre objectif c'était de documenter ces low-tech, c'est-à-dire écrire des tutoriels dessus sur la construction et de regarder leur impact locaux, donc sociaux, environnementaux, économiques sur place. Vous avez quelques exemples de low-tech que vous avez fait ? Il y a des choses qui revenaient ou c'était vraiment de tout type Du coup, on a vu plein de low-tech différentes. C'est passé de, par exemple, la construction terre, paille et bouse de vache dans le désert. Ça pouvait être des bici-machinas, c'est des machines à pédales qui permettent d'entraîner tout type d'outils. Par exemple, on peut moudre du café, on peut égrainer le maïs, on peut entraîner un mixeur pour faire des jus de fruits, des soupes. On a vu des fours solaires, un torréfacteur solaire de café, des attrape-nuages qui permettent de récupérer l'eau en suspension dans l'air pour en faire de l'eau potable. Est-ce que tu as d'autres exemples ? Beaucoup de fours solaires. Ça c'est quelque chose, c'est une technologie assez connue qui est assez utilisée là-bas. Et vous mettez combien de temps à les fabriquer ? C'est des choses qui se font en 1 semaine, 2 mois, 7 mois Alors, ça dépend beaucoup de la low-tech. Mais il peut y avoir des low-tech, un four solaire peut être fait en 1 journée, alors que je sais pas... la maison en terre-paille, c'est l'échelle de construction d'une maison, donc là c'est des mois. Donc là nous on n'a pas vu toute la construction, on est resté pour voir des étapes et on a fait plusieurs tâches différentes. Et pourquoi l'Amérique du Sud ? Pourquoi vous êtes pas allé dans un autre continent ? Asie, Afrique, Europe, Océanie ? Il fallait choisir, on pouvait pas faire le tour du monde. On avait un timing, on avait qu'une année devant nous. Et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a cherché un peu des idées partout dans le monde et puis réfléchi dans quelle région on veut se lancer. Et on a choisi l'Amérique du Sud et après ça nous permettait de mettre un cadre. Et déjà c'est grand l'Amérique du Sud, mais il fallait choisir. Est-ce que vous êtes parti où en Amérique du Sud ? Dans quel pays ? On a fait plusieurs pays, on a fait Pérou, Bolivie, Chili, Costa Rica. Principalement là on a trouvé le plus de low-tech. Et vous restiez, c'était des durées 1 mois dans chaque pays, ou il y a des pays où c'était 2 semaines, d'autres c'était beaucoup plus long ? Non, c'était plutôt 1 mois, 2 mois dans chaque pays. Et généralement on restait 10 jours à 3 semaines, 1 mois sur place pour documenter low-tech. Et vous viviez chez l'habitant ? Ou vous avez réussi à louer des petites maisons ? À chaque fois qu'on restait sur un projet, du coup on était logés sur place. C'est pratique parce que ça permet de vivre avec les gens, en vrai, les locaux, et d'être sur place, donc d'effectuer toute la construction avec eux, mais aussi de voir comment ils l'utilisent, comment les low-tech s'ancrent dans leur quotidien. Est-ce qu'ils ont une utilisation de low-tech bien différente qu'en Europe, j'imagine ? Ils en utilisent beaucoup plus, c'est totalement différent. Ce qu'on a remarqué, c'est que c'était pas pour les mêmes usages qu'en France. En France, on a plus les low-tech, c'est plus pour les gens qui vont se soucier de l'environnement et du développement durable. Donc c'est pour des raisons environnementales, alors que la plupart des low-tech qu'on a rencontrés, c'était plus pour des raisons économiques ou pour des raisons d'amélioration de leur confort et de leur quotidien.
Typiquement, par exemple, la machine à pédale pour moudre le café, ben pour eux, c'est une amélioration par rapport à le moudre à la main. Ça permet moins d'efforts. Ou alors, on a vu aussi des cuisines améliorées. C'était pour remplacer le feu à foyer ouvert. Enfin, au lieu de faire un feu au milieu de la cour ou dans le jardin, alors on va faire un feu dans une espèce de structure en terre. Et ça permet d'économiser le bois et de conduire les fumées dans une cheminée, donc d'améliorer la santé de la cuisinière en général et de sa famille, puisqu'ils respirent plus les fumées qui vont dans la pièce. Donc là, vraiment les technologies c'était vivable c'était beaucoup plus vivable pour eux, alors que nous c'est plus des Nous c'est plus ça peut être par exemple plus démonstratif. Alizé parlait tout à l'heure de Bici Machina, donc des machines à pédales par exemple, on peut fabriquer des smoothies en pédalant. Eh bien, nous, on va avoir tendance à utiliser ça plus en démonstration, où ça va être vraiment quelque chose, vu que chez nous, on a déjà des fours, on a déjà des équipements, qu'on va pas avoir des low-tech pour répondre à nos besoins, mais plutôt dans une démarche de réduction de notre impact environnemental. Donc c'est ancré vraiment différemment dans le quotidien. Et comment est-ce que vous avez eu cette idée de projet? Est-ce que c'était un projet de longue date quand vous étiez ensemble à CPP Grenoble, ou ça a été lorsque vous êtes arrivé à Le Cube, vous en avez réfléchi, il y a eu des cours, des rencontres qui vous ont fait penser à cette année de césure, à cet endroit? Toutes les deux, on était à ACE, en première année à l'NC Cube, et on fabriquait des éoliennes picotes, donc des éoliennes en bois, et ça, on aimait bien, et on avait vraiment envie de partir une année faire notre expérience, et le projet est tombé un peu comme ça, en se rencontrant le Low-Tech Lab, on s'est dit, tiens, si on devenait exploratrice de Low-Tech, on est parti à l'aventure. Et donc maintenant, parlez-nous plus de ce long séjour. Est-ce qu'il y a eu des difficultés d'adaptation, des soucis de langue? Est-ce que tout s'est passé comme prévu? Quelles ont été les petites anecdotes à raconter de votre périple? Alors pour la langue, déjà nous, on a toutes les deux appris l'allemand jusqu'à Le Cube. Donc il a fallu apprendre l'espagnol. Donc quand on a débarqué à Lima au Pérou, les premiers jours c'était drôle, vraiment. Essayer de prendre des bus pour aller rencontrer un mec qui allait nous parler de filtres à eau en céramique. Et le gars, il parlait que espagnol et nous on parlait pas espagnol. Donc aller essayer de comprendre. C'était drôle, mais du coup on a appris et maintenant on sait parler espagnol. Et vous vous déplaciez comment En bus. C'était du bus? C'était beaucoup en bus ou en minibus. Mais généralement, tout en bus, il y a beaucoup de vols intérieurs, de gens qui prennent des vols intérieurs, mais nous, on avait envie aussi de regarder les paysages par la fenêtre. Il y avait un petit peu de stop ou ça se fait pas du tout à cet endroit-là? On a fait du stop, oui, au Chili. Ouais, ça dépend des cultures. Pérou-Bolivie, le bus est tellement accessible, que c'est leur moyen de transport à tous, en fait. Les gens, ils ont pas de voiture personnelle. Ils se déplacent tous en transport en commun, donc nous aussi. Et par contre, au Chili, c'était très ancré dans la culture de faire du stop. Il y avait beaucoup de jeunes sac à dos, donc on en faisait partie et ça marchait bien. Après, on s'est pris des petits coups de peur aussi en Bolivie, des fois, dans les bus, où ils aiment bien doubler dans les virages, ou des choses comme ça. Donc, c'était... pour choisir, en fait, il y a des terminaux, et pour choisir la compagnie de bus avec laquelle faire le trajet, on n'avait pas trop d'indications sur quelle compagnie de bus est mieux qu'une autre. Donc on demandait à chacun le temps de trajet et on prenait celui qui mettait plus de temps à venir aller à un endroit, parce qu'on se disait eux c'est sûr ils vont moins doubler dans les virages que les autres. Et est-ce que vous avez eu une grande différence entre le projet final que vous avez réussi à réaliser et le projet initial, avec l'idée à laquelle vous étiez, vous vouliez aller en Amérique latine? Vous aviez peut-être une idée précise de ce que vous voulez faire? Est-ce que les plans ont totalement changé quand vous êtes arrivé sur place, ou est-ce que vous avez réussi à suivre un peu un fil conducteur que vous étiez destiné à suivre? Je pense que ça ressemblait pas mal à ce qu'on avait prévu. Même plutôt soulageant, puisque c'était un peu le point noir du projet avant de partir. C'est que c'est difficile de trouver des low-tech que personne connaît sur Internet, parce que si elles sont sur Internet, c'est qu'elles sont déjà documentées. Donc on avait un petit peu le trac de rien trouver sur place, et finalement ça s'est très bien passé, et je pense qu'on est très contente de notre expérience comme ça. Et donc s'il y a un point à retenir de ce voyage, c'est trop dur.
C'est hyper dur comme question. Bon, je peux vous dire quel est votre meilleur souvenir, le souvenir qui vous vient à l'esprit là maintenant. Je dirais les rencontres qu'on a faites grâce aux low-tech. Parce que les low-tech, le projet, c'était plutôt technique, aller voir des inventions. Et en fait, quand on va voir des inventions, on va voir des inventeurs et les communautés qui sont autour. Et ça nous a permis de vivre avec eux et de passer des moments avec eux et de vraiment les connaître. Et ça, c'était des super beaux échanges qu'on n'aurait pas eu si on était juste parti en voyage de tourisme, en fait. Puis les gens qui fabriquent des low-tech sont... Donc généralement, c'est pour répondre à ses besoins. Il y a aussi des fois des gens qui réalisent que c'est mieux pour l'environnement d'être dans cette démarche-là de récupération et de faire avec les moyens du bord. Et c'est des gens qui sont un peu critiques envers leur pays ou critiques envers la société, et c'est des échanges qui sont très très riches parce qu'on partage des idées communes, et ça c'était vraiment chouette. Et est-ce qu'ils étaient méfiants de voir deux Européennes arriver et On a essayé de présenter les choses dès le début de la façon dont on pensait, c'est-à-dire qu'on n'allait pas du tout là-bas pour leur apprendre quelque chose ou pour leur imposer quelque chose. On allait là-bas pour apprendre. Et du coup, c'était eux c'était eux qui maîtrisaient leur low-tech et qui nous enseignaient. Et on venait pas du tout en mode apporter le développement, entre guillemets, quoi. Nous, on venait pour s'inspirer d'eux, et c'est ce qu'on leur disait dès le début. Donc je pense que du coup, ils étaient pas du tout effrayés de voir deux Européennes arriver, parce que elles venaient pour apprendre et pas pour imposer quelque chose. Et vous avez croisé d'autres Européens, j'imagine, ou vous étiez quand même dans des endroits assez reculés pour être vraiment les seules Françaises européennes de la région? Ça dépend où, mais généralement on a quand même croisé d'autres Européens sur la route. Il y a énormément de backpackers en Amérique du Sud qui voyagent, etc. Mais il y a des fois on s'est retrouvés aussi dans des endroits très très reculés. Je pense notamment Alizé parlait tout à l'heure des cuisines améliorées. On a fait une visite, on est dans les communautés là-bas, et c'était un endroit qui est totalement isolé quand c'est la saison des pluies, parce que l'eau monte et on peut pas sortir de cet endroit pendant la moitié de l'année. Parce qu'il faut traverser les rivières pour aller jusqu'au village, quoi. Donc même à pied, c'est pas possible. Ouais. Et comment est-ce que vous avez réussi à financer votre séjour? Est-ce que vous avez trouvé des sponsors? J'ai vu qu'il y avait la ville de Grenoble INP, région Auvergne-Rhône-Alpes et étudiants et développement. Je sais pas si j'en oublie. Du coup, on a répondu à des appels à projets. Donc le plus gros financement, c'est étudiants et développement par le concours du pied. C'est un concours d'éducation à la solidarité internationale et à la citoyenneté. Et du coup, eux, ils nous ont financé pour que on aille apprendre des low-tech à l'étranger, et que à notre retour on fasse un retour d'expérience pour transmettre ce qu'on a appris dans notre région, et que ce soit finalement une éducation à l'environnement, au développement durable et au low-tech. Ça vous a coûté beaucoup personnellement, ou ces sponsors, ils ont permis de financer vraiment la majorité de votre voyage? Ça a pas couvert l'intégralité des frais. On a aussi eu de la chance que nos parents continuent à nous donner un peu de sous à côté de ça. Déjà, ça a financé quand même une bonne partie, et c'est mieux que rien. Est-ce que vous arriviez à avoir des revenus sur place, ou pas du tout? Non, on n'a pas cherché. Okay. Non, on allait... il y a plusieurs endroits où on était nourris et logés quand on aidait à construire les low-tech. Donc c'était déjà vachement bien. Mais non, on n'a jamais été payé, on n'a jamais cherché à faire ça. Donc maintenant, il me semble que vous faites partie donc du Low-Tech Lab. Parlez-nous de fait, le Low-Tech Lab, c'est une association française qui a plusieurs projets, dont un projet est de créer une plateforme internet qui s'appelle Low-Tech Lab, en open source, où chacun peut poster des tutoriels de low-tech. Donc nous, en partant, on était en partenariat avec eux, et on a alimenté leur plateforme avec nos tutoriels. Et là, à notre retour, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'exactement au même moment où on est parti, une antenne locale du Low-Tech Lab s'est créée à Grenoble. Et donc là, en rentrant, on file un coup de main et on s'investit dans le Low-Tech Lab Grenoble. Donc qui est un peu plus c'est une plus petite communauté par rapport au Low-Tech Lab, et c'est pour localement développer les low-tech. Du coup, à Grenoble, l'idée c'est d'organiser des ateliers de construction pour faire parler des low-tech, de faire de la sensibilisation pour que les gens sachent ce que c'est, comment ça marche, et puis
puis se les approprient. Donc là maintenant votre projet aujourd'hui c'est vraiment d'apprendre ce que vous avez tout ce que vous avez appris en Amérique latine et de l'amener à Grenoble. Ouais, transmettre. Sensibilisation, transmettre, c'est les deux mots. Et puis utiliser chez nous comme on peut. Vous en avez chez vous? Moi j'ai fait un four solaire et je l'ai utilisé cet été, ça marchait bien. Là l'hiver j'ai pas j'ai pas tenté, mais avec des journées chaudes comme il y a eu avant-hier, pourquoi pas réessayer. On se rend compte aussi qu'il y a certaines low-tech qui sont très spécifiques à des endroits, comme par exemple les attrape-nuages, c'est des grands filets qui sont étendus et qui captent l'eau qui est en suspension dans le brouillard. Donc ça capte l'eau et ensuite on peut boire cette eau, se doucher, etc. Et par exemple ça c'est spécifique ça peut servir dans un désert où il n'y a pas d'eau potable mais du brouillard. C'est ce qui est le cas au Chili. Mais en France, il n'y a pas trop d'endroits où vraiment on peut appliquer ça. Et donc maintenant, vos projets futurs, est-ce que vous comptez repartir en Amérique latine, changer de continent, rester sur Grenoble, continuer à transmettre? Est-ce que vous avez des idées? Moi, j'aimerais bien repartir à la voile et retourner du coup en Amérique latine, mais à la voile cette fois. Et ouais, de toute façon, continuer à découvrir les low-tech, tout ce qu'on peut faire pour à terme vivre dans un environnement assez indépendant du réseau électrique et du réseau d'eau. Enfin, essayer d'être autonome en fait. Et toi Elsa? Moi c'est un peu comme elle disait, j'aimerais bien pas sûrement un jour y retourner, mais pas en avion en tout cas, c'est sûr. Et aussi là j'ai un peu repris un rythme un peu soutenu, je fais un double diplôme à Sciences Po. Et donc ça me rajoute des études et j'ai investi là-dedans, mais ça me plairait bien de m'investir vraiment localement et diffuser les low-tech autour de moi et faire des tests pour améliorer tout ça. Donc tout le monde va avoir low-tech lab et tout le monde vient vous voir. Des conseils pour des futurs élèves qui souhaitent partir en césure? Est-ce que vous avez un super tips à leur donner ou même plusieurs super tips à leur donner? Qui définissent bien leur projet, qui sachent ce qu'ils veulent faire, qui soient déjà bien d'accord entre eux et capables de le présenter très clairement, surtout s'ils veulent chercher des financements, pour qu'ils aient une vraie direction et que ce soit pas juste tiens, si on partait en vacances ensemble, viens, on va demander des financements, et qu'ils soient convaincus de ce qu'ils font. Elle s'y prendra vraiment à l'avance pour s'organiser et c'est du temps. Et ne pas se décourager devant les multiples dossiers de subventions qu'ils vont devoir remplir et qui ne vont pas forcément aboutir. Ouais, y croire jusqu'au bout parce que ça vaut le coup de se donner les moyens de le faire. Et puis pas croire que la césure c'est forcément le bout du monde aussi. Ça peut être à côté de chez nous, ça peut être en France. Il y a un gars qui est parti faire le tour de la France à vélo pour voir toutes les fermes. Et ça c'est hyper intéressant. C'est des belles découvertes aussi, quoi. Il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde, tant qu'on fait un projet qui nous plaît. Très bien. On va conclure. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un remerciement, quelque chose à dire, quelque chose à rajouter? Merci de nous avoir accueillis ici et c'est bien chouette d'échanger à propos de notre expérience. C'est avec plaisir. Merci et continuez à interroger tous les autres parce que ça va être super intéressant d'avoir un retour de toutes les césures et SVE. C'est cool de faire partager ça. J'espère. Si jamais vous êtes allé au bout du podcast et que vous avez fait une année de césure, n'hésitez pas à venir nous voir. Et on vous remercie, Elsa et Alizé, et j'espère que vous allez repartir en Amérique latine. Et on se retrouve bientôt sur Greener FM.